c'est d'accompagner l'économie du livre dans toute sa filière. Pour ça d'ailleurs qu'il y a un contrat de filière concernant le livre, et ce qui signifie que sont concernés par l'agence aussi bien les auteurs, les éditeurs, les libraires, la lecture publique sous forme évidemment des médiathèques, des bibliothèques, etc. Et ce que nous appelons les événements littéraires, c'est-à-dire les différents salons du livre, et il y en a plusieurs dizaines sur le territoire. C'est un partenariat permanent qui se traduit par des modalités notamment de soutien financier, aussi bien aux auteurs, aux libraires, aux éditeurs, aux manifestations littéraires, etc., etc. Dans le cadre d'un dialogue permanent avec, de surcroît, indépendamment de l'aspect purement, disons, financier ou budgétaire, des logiques d'accompagnement en termes de formation sur toutes les questions qui peuvent se poser, et ils s'en posent tous les jours quant à l'évolution du livre. Et donc, aujourd'hui, je pense que le travail de l'agence est irremplaçable et reconnu par les différents professionnels. Il y a 247 éditeurs en Occitanie. Et nos études chiffrées montrent que, évidemment, il faut mettre à part l'Île-de-France et Paris, mais que nous sommes l'une des régions dans lesquelles le nombre d'éditeurs est le plus important, avec évidemment des disparités, puisqu'il y a de petits éditeurs qui souvent sont organisés autour d'un gérant, d'une personne sans salarié, mais également avec quelques dizaines de gros éditeurs qui ont un rayonnement national ou international. En termes d'auteurs, la base actuelle contient 1225 auteurs, ce qui est considérable, mais évidemment sans tenir compte de tous les auteurs auto-édités. Donc ça fait en réalité plus, mais c'est beaucoup. Pour résumer les choses, on pourrait dire que, évidemment, il y a eu un rebond positif après le Covid, puisque après le Covid, évidemment, les gens sont revenus massivement, notamment dans les librairies, qui ont redémarré, par exemple, beaucoup plus vite que le cinéma. Le cinéma a mis beaucoup plus de temps à revenir à des ratios antécédents. En revanche, pour les librairies, il y a eu vraiment un rebond spectaculaire. Et là, nous sommes à nouveau dans une espèce de rétraction du marché, qui est liée à toute une série de considérations, mais les premières sont évidemment liées aux logiques de crise économique, de logique inflationniste, du coût, de l'envolée des coûts, et de ce qui apparaît de plus en plus aujourd'hui, c'est-à-dire des difficultés de nombre de gens déjà à joindre les deux bouts, si j'ose dire, et pour lesquels, évidemment, les activités culturelles sont devenues, évidemment, secondaires. Malgré cette difficulté, j'allais dire, économique, il continue en Occitanie de se créer des librairies, soit nous avons des reprises, parce que très souvent dans ce secteur-là, il y avait des difficultés de reprise. Là, les choses se passent plutôt bien, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de fermeture de librairie, il y a des modalités de reprise, et il y a des créations, à partir de rien, des nouvelles créations de librairies. Il se trouve que la plupart des librairies qui se créent et du coup que nous aidons, le font dans ce qu'on pourrait appeler des zones blanches, c'est-à-dire des communes moyennes, voire des petites communes où il n'y avait plus de librairie depuis très longtemps. Et évidemment, pour nous, c'est important parce qu'en termes de politique publique, il n'y a aucun intérêt à multiplier les librairies sur la même zone de chalandise, sinon de déstabiliser la totalité du marché, je mets des guillemets, parce que ce n'est pas un marché au sens traditionnel, puisque toutes les activités culturelles, et notamment le livre, les gens ne le savent pas assez, sont des activités considérablement aidées, assistées. On le sait pour le cinéma, on le sait pour l'audiovisuel, tout ce qu'on appelle l'exception culturelle, les gens le savent. Mais moi-même, qui pourtant enseignais ces questions à la fac, je n'avais pas mesuré
à quel point l'intervention du soutien des collectivités publiques, de l'État et des collectivités territoriales, sous une multiplicité de formes, était déterminante pour ces activités. Ces auteurs sont, sur la base de leur revenu d'auteur, dans une grande précarité. C'est-à-dire que l'immense majorité, en réalité, vit d'autre chose que de ces publications littéraires. C'est-à-dire des gens qui sont, pas faire une liste exhaustive, mais qui sont soit des journalistes, soit des enseignants, soit des retraités, etc., qui ont des revenus par ailleurs. Mais ceux qui vivent vraiment de leur activité sont très minoritaires, et c'est très difficile évidemment de chiffrer, mais nous avons des niveaux de déclaration de revenus pour la grande majorité qui montrent que on ne peut pas vivre de ça, ce qui est très différent. Moi qui vogue entre le livre et l'audiovisuel, dans l'audiovisuel, évidemment qu'il y a aussi de la précarité, mais il y a un certain nombre de systèmes, type le système des intermittents du spectacle, qui sont des éléments de meilleure régulation. Et même si tel ou tel technicien, tel ou tel comédien, tel ou tel réalisateur a des difficultés, a des trous, c'est une activité qui peut se suffire à elle-même. Mais dans le domaine de l'écriture, c'est beaucoup plus compliqué. C'est de prendre en compte ce qui peut concerner les jeunes, en considérant qu'il n'y a pas d'étanchéité entre le livre, l'audiovisuel, le spectacle vivant, la danse, les marionnettes, etc., etc., que ce qui importe, c'est une pratique culturelle, puisque toutes les études du ministère de la Culture montrent qu'en réalité, il y a une espèce de cercle vertueux dans les pratiques culturelles. C'est-à-dire que le fait d'avoir une pratique culturelle n'est pas exclusive de telle autre. À l'inverse, il y a une espèce presque de mutualisation. Alors que le pire, c'est quand on n'a pas de pratique culturelle du tout, c'est là où est le problème. Et nous pensons, nous, que la mère, en quelque sorte, des pratiques culturelles, c'est quand même la lecture. Dans les crises sociales que nous connaissons aujourd'hui, il y a d'abord un rapport au langage. Il y a beaucoup de jeunes, évidemment, dans les quartiers les plus défavorisés, dans les milieux les plus défavorisés, dont le premier problème de rapport à la société est le langage, donc la communication, donc le rapport aux autres, donc à leur capacité à s'intégrer dans la société. Et évidemment, c'est la lecture qui est le vecteur le meilleur, mais en même temps le plus exigeant, parce que devant un écran, on peut être passif. Moi qui adore le cinéma, le cinéma vous impose en quelque sorte une représentation, même si vous pouvez toujours aller au-delà en fonction de ce qu'on appelle les théories de la réception et de votre propre culture personnelle. Mais dans le livre, c'est évident qu'il y a les deux éléments, et que vous êtes pour partie le lecteur et pour partie le co-créateur, ce que certains avaient appelé le contrat de lecture entre l'auteur et le lecteur. Donc c'est tout à fait déterminant, dont nous avons toute une série d'aides dans ce domaine, et notamment, je faisais allusion tout à l'heure à la littérature jeunesse, dont nous avons fait un pilier important. C'est-à-dire que, notamment dans toutes nos manifestations, autour de la rentrée littéraire par exemple, nous essayons de faire en sorte de traiter la littérature pour la jeunesse au même titre que la littérature générale, même si en termes de pratique culturelle, elle est en deçà. On sait très bien que plus il y a de concentration et moins il y a de pluralisme. Alors évidemment, ce n'est pas une relation aussi mécanique, aussi visible. Mais moi qui ai beaucoup travaillé comme universitaire sur les questions de l'audiovisuel, aujourd'hui, dans le domaine de l'audiovisuel et de la presse, il y a une hyperconcentration entre les mains d'un certain nombre de grands capitaines d'industrie, pour parler poliment de grands entrepreneurs capitalistes. Et lorsqu'on est un observateur attentif, on voit bien que progressivement,
le pluralisme disparaît. Et parler de censure n'a aucun sens. C'est pas ça. Les processus à l'œuvre sont beaucoup plus subtils que ça. C'est-à-dire qu'il y a des logiques, en quelque sorte, je ne parlerai même pas d'autocensure, mais de connivence qui aboutissent au fait que tout le monde dit la même chose au même moment. Et que du coup, dans ce cadre-là, alors même qu'éventuellement ces réalités-là sont contestables ou objets de critique, celui qui tient un autre discours est qualifié de complotiste, comme dans les régimes totalitaires où on vous qualifiez de dissident. Aujourd'hui, pour moi, les complotistes sont les dissidents du monde occidental. Alors évidemment, je force peut-être un peu le trait, parce qu'on n'en est pas là sur le terrain précisément du livre. Ce que j'en dis, c'est pour les médias et pour la presse. Mais on voit bien que ce qui se produit aujourd'hui dans le domaine de la concentration du livre pose à terme des problèmes en termes, oui, de ce qu'il faut bien appeler le pluralisme éditorial. En réalité, aujourd'hui, des ouvrages, des publications non médiatisées n'existent pas. Enfin, on sait très bien que pendant les rentrées littéraires, en gros, il y a, pour aller vite selon les années, 500 romans qui sont mis sur le marché en même temps. Combien ont une chance de résister ? Ceux qui n'ont pas la moindre couverture médiatique, c'est-à-dire ceux qui n'appartiennent à aucun réseau, disons les choses brutalement. Aujourd'hui, on est dans une société complètement de réseau. Et du coup, je pense que notamment le rôle vertueux d'organismes comme le nôtre, comme l'agence, qui est émancipée de ces questions-là, et précisément, même si ça reste hélas modeste, d'allumer des contre-feux, de permettre des itinéraires non balisés, de mettre des coups de projecteur sur des ouvrages dont on ne parle pas dans les grands médias. Et évidemment, si je dis, mais ce que nous faisons ici en Occitanie, c'est fait dans d'autres régions par des organismes similaires ou comparables, on voit quel est le rôle que nous pouvons jouer dans une logique qui est de plus en plus une logique, effectivement, de concentration et de raréfaction d'un certain nombre de propos.